La personne que j'ai pour vous, que j'ai en entrevue, ce n'est pas quelqu'un qui est connu, ce n'est pas quelqu'un qui est natif du Québec, ce n'est pas quelqu'un qui est natif justement de Montréal, Québec, non. Ce n'est pas quelqu'un qui est natif du Canada. C'est quelqu'un qui vient d'outre-mer. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de croiser dans un événement ici à Montréal. Et quand je l'ai vu, j'ai fait, toi là, tu t'en viens dans mes studios, il faut qu'on fasse une vidéo ensemble. Et j'ai pu immortaliser ce moment. Mais au-delà de ça, j'ai pu l'avoir pendant plus d'1 heure en entrevue. On a creusé dans sa tête. Il est transparent, authentique et il partage tous ces trucs sur le business en ligne, sur l'immobilier, comment qu'il fait de l'immobilier à l'outre-mer dans différents pays. On va pouvoir décortiquer sa stratégie qu'il nous partage avec transparence. Mais juste avant de vous dire c'est qui, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec votre cher et l'unique Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et aussi on parle de cash, on parle de finances. Alors, si tu désires faire plus d'argent, te lancer en business, te bâtir un parc immobilier, c'est simple. Considère à t'abonner, à t'inscrire, à te subscribe à ma chaîne dès maintenant. Alors, aujourd'hui, j'ai un immopreneur en série, j'ai un investisseur immobilier en série de l'Europe, plus précisément qui vient de la France. Et je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi j'ai vu ces vidéos. Si vous êtes sur YouTube, c'est sûr que vous avez sûrement déjà vu ces vidéos passer. J'ai l'unique Monsieur Pierre Ollier. Oui, top investisseur, immopreneur, entrepreneur en ligne qui va nous partager justement comment faire des millions de dollars, sa vision sur l'argent, l'immobilier, comment faire de l'immobilier dans différents pays, quels sont ses échecs, quels sont ses succès, quels sont les regroupements ou les choses qui lui mettent des bâtons dans les roues. De quelle façon qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait et comment que vous pouvez faire la même chose à de très haut niveau. Comment contrecarrer l'inflation et d'utiliser sa créativité pour justement faire plus d'argent. On discute de tout ça. Donc, qui veut dire que si vous voulez réellement avoir toutes les pépites d'or, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous commencez la vidéo, mais non seulement vous restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous le promets, c'est du lourd. C'est intéressant, mais non seulement sortez un papier et un crayon pour prendre des notes et après, c'est simple, vous exécutez et vous passez à l'action et je vous garantis que ces trucs vont vous permettre de devenir vous aussi un millionnaire, un entrepreneur en série ou un investisseur immobilier à un très haut niveau. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Et un gros merci Pierre d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de me recevoir dans tes bureaux. Yes, c'est tellement drôle parce que quand je t'ai vu justement à l'événement de Uriel, je te voyais de loin puis j'étais comme, est-ce que c'est le gars que je vois sur les vidéos justement de France, puis j'étais pas sûr au début, puis je te jure, j'étais allé voir Uriel, je dis c'est qui lui? Puis il m'a dit c'est Parolier, il y a une grosse chaîne YouTube, puis là j'ai fait oh my gosh, il faut que je t'invite absolument. Comment tu vas? Ben, écoute, en pleine forme, très content d'être à Montréal. À vous, Canada. Hein? Je profite de l'hiver qui est très tranquille. Mais... À vous, hein? Là, t'es chanceux parce que l'hiver, c'est pas un hiver comme d'habitude qu'on a là présentement. Ouais. Puis la température en Europe en ce moment, ben, je veux dire en France, c'est comment? C'est-tu d'habitude, c'est-tu... Ça fait des années, tu sais que je ne vis plus en France, mais je pense que non, c'est équivalent. Je pense que là, on a à peu près les mêmes températures. Ouais. C'est où que tu résides principalement? Je passe beaucoup de temps, alors je voyage beaucoup entre Budapest, Dubaï, je vais passer du temps. J'aime bien aussi aller de temps en temps en Asie. Enfin, je voyage beaucoup. C'est vrai que je vais être une partie de l'année à Budapest parce que je fais des investissements immobiliers là-bas. De temps en temps, je vais être en France un petit peu pour voir la famille, etc. Et après, j'aime bien voyager. Amérique centrale, Amérique du Sud, Asie, Dubaï. Nice. Ouais. Fait que, mais pour là, au Canada, en plus. Ouais. Mais là, il fait plus froid, là. Ça, c'est pas la période pour vraiment enjoy. Il faut que tu reviennes pendant que c'est l'été. Ouais. Pour les gens qui ne te connaissent pas dans mon audience,
peux-tu expliquer rapidement ton background, ton parcours, puis qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu es rendu présentement? Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Donc, moi, je suis un ancien banquier. Donc, à l'époque, je travaillais à Paris. Et en fait, je voyais des gens qui venaient taper à mon bureau pour me dire, voilà, bonjour Monsieur Ollier, j'aimerais obtenir un financement pour acheter un bien immobilier. Et je voyais ces personnes comme ça qui venaient me voir et certaines personnes qui achetaient des immeubles. Au bout d'un moment, je me suis quand même posé des questions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, etc. Et j'ai rencontré comme ça quelques investisseurs un petit peu sérieux et qui gagnaient de l'argent dans l'immobilier. Je me suis dit, il faut que je fasse la même chose. Donc, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. À l'époque, je faisais il y avait Airbnb qui venait de se lancer. Et à l'époque, j'étais à Paris, mais j'avais quand même un petit peu peur d'acheter mon propre appartement parce que tu sais, ça me faisait un petit peu peur de me lancer là-dedans. Donc ce que j'avais fait, c'est que je faisais de la sous-location. En gros, je prenais un bail, un logement, je le mettais à mon nom et ensuite cet appartement, je le sous-louais sur Airbnb. Et je me suis rendu compte en faisant ça que très rapidement, en fait, mes revenus que j'arrivais à générer avec Airbnb dépassaient largement les revenus que je touchais en tant que banquier. Et donc, une fois que le business model a été validé, parce que Airbnb, c'était quelque chose, faut comprendre, maintenant, c'est quelque chose d'institutionnel. Mais à l'époque, c'était quelque chose, les gens s'en parlaient. En fait, t'as entendu parler Airbnb, apparemment, tu peux gagner de l'argent. Tu sais, les gens te regardaient, genre, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Ouais. Tu vois. Donc maintenant, c'est devenu quelque chose d'assez mainstream, mais avant, c'était pas du tout. Tout à fait. Et après, voilà, j'ai commencé à lancer mon activité. Je me suis diversifié parce que j'ai jamais voulu reposer sur une seule stratégie dans l'immobilier. Donc, j'ai commencé à investir, j'ai fait de la location courte durée, j'ai aussi fait de la location à l'année, j'ai des biens qui sont en colocation et des biens aussi qui sont divisés. Je me suis spécialisé aussi un peu dans ça, c'est-à-dire que j'achète des plateaux et je vais diviser ça en petits studios. Donc généralement, je divise verticalement, donc pour pouvoir créer différents studios, mais aussi horizontalement en créant par exemple des mezzanines. J'essaie d'exploiter soit les combles, soit la hauteur sous plafond pour pouvoir créer de l'espace et avoir plus d'espace au sol. Et voilà, j'ai comme ça progressivement développé mon parc immobilier. J'ai investi en France, j'ai investi aussi en Hongrie, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à partager mon conseil sur ma chaîne YouTube. Et voilà, ça a plu aux gens. Et aujourd'hui, je me retrouve là devant toi. That's it. Puis là, tu es rendu à combien de subscribers? 160 000 abonnés. Wow. Ouais. Wow. Ouais. J'ai hâte de me rendre là. Parfait. Puis, il y a une question que j'avais vue qu'on t'avait posée que tu avais publiée sur ta chaîne YouTube ou dans une entrevue sur YouTube. Puis, justement, je vais diviser l'entrevue de cette façon-là. La première, ça va être beaucoup axé sur ton mindset sur l'enrichissement, l'abondance, la liberté financière, puis après ça, on va rentrer dans le vif du sujet plus en profondeur sur l'immobilier. Mais pour commencer, j'ai aimé ta façon de penser sur ce point-là. La liberté financière, c'est quoi selon toi? Liberté financière, bonne question. Parce que moi, il faut savoir que là où j'en suis arrivé aujourd'hui, c'est un peu un accident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis multimillionnaire, mais c'était pas mon objectif de devenir multimillionnaire. Ça peut paraître bizarre parce que tu entends toujours des vidéos de motivation. Vous. Tu dis, ouais, la Lamborghini, allez, il faut bosser, Et moi, en fait, c'était un petit peu un accident. C'est-à-dire que moi, à la base, justement, mon but, c'était simplement d'être libre financièrement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous une motivation pour, à un moment donné, démarrer son business. Okay moi, ma motivation, c'était la gueule de mon patron. Vraiment. Non, mais vraiment, ça se passait mal. Si tu veux, je travaillais en banque, ça se passait bien. Puis après, ils ont changé de directeur. Et je suis tombé sur une personne qui vraiment, je sais pas, il m'avait pris en grippe, tu vois. Donc, il mettait toujours des gens qui venaient contrôler mon travail derrière moi. Et puis, tu sais, tu sentais qu'il mettait toujours une pression. Et je me suis dit, ça me plaît pas, je me vois pas rester salarié toute ma vie. Je pourrais pas obéir à des ordres toute ma vie. Donc, moi, le salariat, c'était pas fait pour moi. Je dis pas que c'est pas fait pour... Il y a des gens à qui ça va correspondre très bien, tu vois.
Je dis pas qu'être salarié, certaines personnes crachent sur le salariat en disant ouais, le salariat c'est le mal absolu. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que tu peux être salarié et t'épanouir. 100%. Mais moi, ça me correspondait pas. Mhm. Et donc je me suis dit il faut vraiment que je lance des business. Et mon but c'était justement d'être libre financièrement, tu vois, d'arriver à remplacer mon revenu de banquier et de gagner l'équivalent de 3 000 € par mois. OK. Avec mes business en net, une fois que j'avais tout payé, toutes mes charges. On parle de 3 000 € net qui tombent sur le compte bancaire. Donc, au dollar canadien, je sais pas, ça va faire peut-être 4 000, 4 500 $. Ouais, dans ces alentours-là. Voilà. Et forcément, pour mettre ça en place, il faut des business, il faut de l'immobilier. Et sur le chemin, tu apprends des compétences. Tout à fait. Tu apprends à investir, tu apprends à lancer des business. Et quand tu vois que tu commences à gagner de l'argent, tu te dis, mais attends, si j'arrive à gagner 4 000 $ ou 5 000 $, pourquoi pas 10 000 Mhm. Et puis après, tu te dis, il suffit juste de dupliquer l'opération. Et je me suis rendu compte rapidement que, en fait, pour gagner de l'argent, il fallait dupliquer les sources de revenus. C'est-à-dire un truc qui fonctionne. Ça ne sert à rien de vouloir réinventer la roue. Tu as quelque chose qui marche, tu as une stratégie qui marche. Par exemple, une division d'appartements que tu loues sur Airbnb, ça marche, tu dupliques. Tu refais la même chose. Copier-coller, copier-coller, copier-coller. Même chose, tu as un business en ligne, tu as un type de vidéo qui va bien marcher sur... par exemple, je fais des témoignages, j'interviewe des gens de mon audience et je leur demande de venir raconter leur histoire. Et généralement, quand je fais ça, c'est des gens qui étaient partis de zéro, qui ont des résultats. Ça plaît aux gens, ça fait de l'audience. Mhm. Je recopie, je refais des vidéos un petit peu avec d'autres personnes. Donc, quand tu as une stratégie qui marche, comme ça, tu la dupliques. Et c'est ça, ma mentalité, c'est de se dire, auparavant, moi, j'avais une source de revenus, mon salaire, et ensuite, je regardais mon compte bancaire, facture d'électricité, loyer, gaz, restaurant, machin. Donc, une source de revenus et des dépenses, des dépenses, des dépenses, des dépenses. Et pour beaucoup de gens, c'est ça la vie. Tout à fait, 100%. Ils doivent attendre la fin du mois pour recharger le compte, puis tout le mois, après, tu vois, c'est le compte, il fait ça, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend, boum, il descend, il descend, il descend. Tu sais, c'est assez stressant, en fait. Quand tu arrives à la fin du mois, tu as beaucoup de gens qui stressent par rapport à ça. Et la première fois que tu touches un loyer, tu as ton salaire et tu as un loyer. Donc, c'est plus... tu as deux petits pics d'adrénaline, tu vois. C'est vrai. Et après, tu te dis, mais après, je peux en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième. Et l'idée, après, c'est que tu touches de l'argent tous les jours et même plusieurs fois par jour. Je pense que la plupart des gens, en fait, il faut comprendre ça, c'est que pour gagner de l'argent, pour devenir riche, ce qui est important, c'est à quelle fréquence tu touches de l'argent. Et moi, ce que j'aime bien, c'est prendre les exemples. Un exemple qui est extrêmement parlant, si tu prends les magasins Zara. Tu te mets à la caisse d'un Zara ou même d'un supermarché et tu écoutes le nombre de bip, 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 bip. Et ça cache. C'est-à-dire que toutes les secondes, ils encaissent de l'argent. Tu vois, donc ils ont une fréquence très rapide pour encaisser de l'argent. Quand tu es salarié, le bip, tu l'as une fois par mois. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, tu vas trop lentement. Il faut trouver des solutions pour pouvoir encaisser de l'argent plus rapidement. D'où l'importance d'avoir plusieurs sources de revenus pour pouvoir toucher de l'argent, immobilier, business en ligne, etc. C'est bien vu, il n'y a jamais personne. C'est la première fois que je l'entends comme ça parce que c'est tellement vrai. Tu vas à l'épicerie ou tu vas justement aux Zara, c'est un bel exemple. Tu as un line-up de personnes, là, puis c'est comme bip, 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 ils payent. Après ça, next. Versus que, effectivement, ici au Québec, admettons, tu es payé, certaines personnes vont te payer une fois par quinzaine, une fois par 15 jours, ou, admettons, une fois ou 2 semaines. Sinon, il y en a d'autres qui vont être payés à la semaine. Mais comme tu dis, il y a 4 semaines dans le mois, tu es payé juste une fois par semaine, versus que quand tu as un business en ligne, ou quand tu as différentes sources de revenus, ben c'est justement, tu as plusieurs bips dans ta semaine ou dans ton mois qui fait toute la différence à la fin de ton mois, comparativement à tes dépenses qui rentrent. Il faut encaisser rapidement. Tu regardes toutes les... Par exemple, moi j'aime bien étudier un petit peu les différents business models. Par exemple, tu prends McDonald's. Aujourd'hui, regarde en fait. Ils ont mis des bornes et en fait les gens commandent, c'est tout le temps plein et ça enchaîne et les commandes s'enchaînent. Donc combien de fois la carte de crédit est mise à la seconde dans le monde chez McDonald's. C'est fou, hein? Et c'est pour ça qu'en fait ces entreprises se développent autant par rapport à un restaurant où tu vas t'asseoir, prendre la commande, discuter avec le serveur, etc. Entre le moment où tu rentres et le moment où tu reçois l'addition, tu vois, ils peuvent pas brasser un nombre de clients. Donc c'est pas un business qui est que tu peux scale, tu vois, tu peux pas vraiment la... Tout à fait. C'est drôle que tu dis ça parce qu'une fois, je suis allé manger dans un restaurant avec une copine, une amie à moi, puis il était quand même tard, on était vers les dernières heures de fermeture.
Puis elle avait déjà travaillé en restauration. Puis une des choses qu'elle m'a dit, Chris, tu vois le nombre de personnes qui sont ici dans la place? Elle m'a dit, la place fait pas d'argent. Je lui ai dit, hein, mais comment ça? Elle m'a dit, depuis le temps qu'on est rentré, c'est les mêmes nombres de personnes qui sont là. Personne ne s'est levé, puis personne a plus commandé. C'est pas vrai qu'après avoir commandé, admettons, tu prends un verre de vin, tu as pris ton assiette, ton plat principal, whatever, avec ton dessert, mais tu vas pas recommander une autre bouteille de vin ou tu vas pas recommander une autre bouteille d'alcool ou quoi que ce soit. Tu vas pas recommander d'autres plats. Fait que dans le fond, c'est littéralement qu'est-ce que tu viens de dire versus McDo, des places comme ça, c'est combien de bips, combien de cartes que les gens qui ont collecté du monde, le nombre de personnes qui sont rentrées, qui ont acheté versus d'autres places de restauration qu'ils sont limités justement dans le laps de temps de walk-in et de paiement qui ont été faits. Ben, en fait, il y a vraiment une définition qu'on peut poser, c'est combien de personnes tu arrives à impacter sur une année. Et je vais donner un exemple simple, même dans l'immobilier, c'est exactement la même chose, et c'est pour ça que par exemple la location courte durée rapporte plus que la location à l'année, parce que quand tu mets ton logement en location pendant une durée d'1 an, tu impactes une personne, un foyer, donc peut-être maximum peut-être 4 personnes. Quand tu mets ton logement en location courte durée, tu vas peut-être impacter une famille toutes les semaines. Donc à la fin de l'année, tu auras impacté 52 familles. Donc où est-ce qu'il y a plus d'argent? Sur 52 familles ou sur une famille? Personne. Voilà. Wow. Donc ça, c'est la première chose, c'est combien de personnes tu vas impacter. Lorsque tu fais un business en ligne, par exemple, tu lances un programme ou tu lances quelque chose, ben, à combien de personnes tu peux proposer ce programme? Est-ce que quand tu fais du coaching, tu vois, où tu es psychologue, tu vas impacter qu'une seule personne? Maintenant, ou tu es prof de yoga, voilà, tu fais une petite salle, tu prends, tu as une dizaine de personnes, peut-être 20 personnes, tu vas impacter 20 personnes. Maintenant, tu donnes tes cours de yoga en ligne. Il n'y a plus de limite. Tu fais ton cours une fois devant une caméra et tu peux impacter plein de personnes. Donc, pour devenir riche, il faut impacter un maximum de personnes. Et je vous invite à faire l'exercice chez vous. Réfléchissez à tous les business ou tous les milliardaires de la planète. Réfléchissez à leur business model. Vous allez voir qu'ils impactent des milliards de personnes. Apple, tout le monde, tout le monde. Beaucoup de gens ont un iPhone, un Mac. Pourquoi des milliards de personnes, ils impactent des millions, voire des milliards de personnes dans le monde. Microsoft, même chose. Tout à fait. Facebook, même chose. Amazon, même chose. Même chose. C'est quoi le point commun de ces business? Si vous posez vraiment la question fondamentale, c'est pas est-ce que le fondateur est un génie, c'est ils se sont demandé comment est-ce qu'on peut impacter le maximum de personnes possibles dans le monde. C'est pour ça qu'ils gagnent de l'argent. Puis à plusieurs fréquences, pas juste une fois. Ils n'ont pas vendu un produit une fois puis ça s'arrête là. Non, mais à plusieurs fréquences dans l'année, à l'intérieur d'un an, qui fait toute la différence sur leur chiffre d'affaires. Et ça répond aussi à des questions que je vois passer, par exemple, dans le monde du sport. Il y a une question qui est assez taboue, tu sais, on entend parler, c'est la discrimination du sport féminin. D'accord? Donc nous, on a beaucoup cette question en France, avec l'équipe de France française, parce que tu sais, ils font quand même des bonnes performances, ils sont arrivés en finale de la Coupe du Monde dernièrement, et ils vont dire, ouais, c'est injuste, l'équipe de foot masculine est payée plus que les coupes de foot féminines. Mais derrière, en fait, c'est pas une question, je pense, de discrimination. C'est une question de combien de personnes regardent les matchs. C'est ça l'affaire. Combien de revenus... Parce que tu sais, c'est comme ça, tu vends en fait un spot télévisé, tu as des millions de personnes, derrière, il y a des annonceurs qui se mettent là pour pouvoir balancer leur pub au moment où il y a le plus de personnes devant la télévision. Tout à fait. Et c'est comme ça que ça génère de l'argent, tu vois. Mais si demain, je vous assure, c'était... comment dire, si le football féminin, il y avait des milliards de personnes qui regardaient la Coupe du Monde de football féminin et peut-être 3 millions qui regardaient la Coupe du Monde de football masculin. Ce serait l'inverse. Ça serait l'inverse, ce serait les femmes qui gagneraient plus. Et tu vois, par exemple, je sais pas, tu vas prendre l'exemple un défilé Victoria's Secret, tu vas dire il va y avoir une inégalité entre les hommes et les femmes. C'est clair. Là, parce que forcément, c'est généralement plus les femmes qui vont être modèles que les hommes. Généralement, savoir plus de valeur. Pareil, tu as un compte Instagram. Pour vendre des maillots de bain, je pense que c'est plus les comptes Instagram féminins qui vont marcher que les comptes bancaires. Pourquoi? Parce que les comptes féminins impactent plus de personnes. Kim Kardashian impacte plus de personnes qu'un mec qui va se lancer dans le make-up, tu vois. 100%. C'est pour ça qu'elle gagne de l'argent, c'est pour ça qu'elle est milliardaire aujourd'hui. Puis, combien tu génères avec, justement, tes business en ligne, si c'est pas trop indiscret? C'est variable parce que ça dépend, en fait, si tu veux, d'une année à l'autre. Mais je vais te donner une fourchette, parce qu'on a des années qui sont meilleures que d'autres, mais généralement entre 1 million et 2 millions par an. OK. Donc après, tu as des chiffres d'affaires, certaines années où on performe mieux que d'autres. Ça dépend aussi, est-ce que je mets aussi un petit peu d'huile dans la machine? C'est sûr. Il y a des périodes aujourd'hui où, si tu veux,
tu arrives à un stade où gagner de l'argent pour gagner de l'argent, c'est plus simplement une motivation. Faut Tout que ça à ait fait. du sens. Quand tu as suffisamment d'argent, moi je me considère aujourd'hui comme retraité, donc je le fais vraiment un peu comme un jeu, tu vois. L'argent n'est plus vraiment la motivation première. Par contre, quand j'ai commencé dans le business, je peux te dire que oui, là, par contre, chaque petit dollar, chaque petit euro, j'allais tout chercher, etc. C'est clair. Maintenant, je suis plus en mode qualité de vie, je veux passer du temps avec ma famille, je veux prendre du temps pour ma santé, etc. Donc, et voilà, je mets mon business, mais je veux pas me faire, tu sais, comme ces gens qui sont là, voilà, je bosse sur mon business, je suis focalisé, il faut que je fasse des milliards. Ouais, enfin, sauf qu'à un moment donné, tu vas arriver à ta mort, parce que c'est notre destinée à tous. Puis Et enfin, voilà, enfin, tu peux même pas ramener rien de tout ça avec toi. bah, tu sais, finalement, à quoi tu penses? Tu sais, bon, j'étais à quelques enterrements, je suis désolé de casser le moral, hein, Non, mais c'est correct. mais tu sais, quand tu as des enterrements, tu te reposes des bonnes questions. Tout à fait. Quand tu as un proche qui est malade, tu te reconnectes à qu'est-ce qui est vraiment important. Et c'est rarement te dire, ouais, j'ai fait tel lancement pendant le Black Friday, ça marchait. Non, en fait, quand on parle des gens, on dit, voilà, c'était quelqu'un qui passait du temps avec sa famille, avec ses amis, etc. C'est ça les moments importants. Mhm. Tu vois, les choses vraiment importantes, c'est ta famille, c'est tes amis, c'est ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gagner d'argent. L'argent est un moteur, mais il ne faut pas non plus... faut avoir quand même un équilibre, tu vois, entre tout ça. Tout à fait. Puis, ton patrimoine, combien tu vaux environ? Jusqu'à combien tu l'as monté présentement? Aujourd'hui, à plus de 5 millions, entre 5 et 10 millions. Nice. Après c'est aussi les gens... ça va être difficile à expliquer, mais parce que la plupart... En fait, quand j'étais pauvre, je savais combien j'avais exactement sur mon compte. Mais c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est difficile à dire. Simplement, pourquoi? Parce que déjà, j'ai des biens immobiliers, donc la valeur fluctue dans le temps. Exact. Deuxième chose, j'ai des comptes bancaires un petit peu partout dans le monde. Je n'ai pas un compte bancaire juste à un endroit. Ensuite, j'ai acheté aussi des actions en bourse, des ETF. Le cours varie. J'ai des cryptos. Le cours varie. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je fais un tracking tous les 3-4 mois. J'ai un fichier Excel où j'ai répertorié un petit peu tout ce que j'ai et je fais une photographie de mon patrimoine à ce moment-là. Mais quand tu as plusieurs sources de revenus, etc., c'est difficile. Et en fait, plutôt que de regarder combien je pèse, je regarde l'évolution. Je me dis, tiens, combien rapporte le business en ligne? Combien rapporte l'immobilier? Et en fait, j'essaie de reproduire ce qui marche le mieux ou de corriger là où, par exemple, si je me dis, tiens, en immobilier, là, ça traîne la patte. C'est un petit peu baissé. Pourquoi? J'essaie d'identifier. Donc, l'idée, c'est de toujours de progresser, d'améliorer un petit peu le score sur chaque trimestre et de se dire, est-ce que je ne peux pas rajouter de nouvelles sources de revenus, dupliquer ce qui fonctionne déjà? Tout à fait. C'est comme ça que je raisonne généralement, quoi. Je réajuste un petit peu tous les... J'aime ça. Tu avais dit dans une vidéo, justement, que lorsqu'on fait 1 million de dollars, on n'est pas riche. Peux-tu élaborer, s'il te plaît? J'aurais dit, voilà, si tu avais 1 million de dollars US, il y a peut-être 20 ans, 30 ans, on aurait dit, ouais, t'es millionnaire. Mais aujourd'hui, tu veux acheter enfin, je sais pas combien coûte une maison au Canada. Au Canada, facilement, là, mettons, je vais prendre le Québec parce que le Canada, il y a des places comme Toronto, Vancouver, que c'est encore plus cher qu'ici, que justement 1 million, ça, t'as à peine une petite cabane à Vancouver, si je prends par exemple. Avec un jardin, mais pas forcément on va dire centre-ville. Montréal, voilà, Québec, en banlieue, environ, je dirais, entre 450-500 000, t'as une bonne petite maison. Canadien ou US? En canadien. En canadien, donc ça fait peut-être 350 000. Ouais. Donc déjà, t'es millionnaire, bon, t'achètes ça, t'as déjà près d'un tiers. Tu le payes cash. T'as près d'un tiers qui vient de partir. Voilà, qui vient de partir. Mais t'as pas que ça. Après, tu as aussi, il va falloir que tu payes ton véhicule, il va falloir que tu payes l'université pour les enfants. Il y a l'inflation. Il y a de l'inflation. Aujourd'hui, les placements que tu peux avoir juste avec ton argent, tu mets l'argent sur ton compte bancaire ou sur un compte d'épargne, ça couvre pas l'inflation, donc tu t'appauvris. Donc finalement, il te reste quoi? Une fois que tu as acheté ta maison, il te reste peut-être quoi, 650 000 pour toi? Est-ce que ça suffit pour vivre jusqu'à la fin de ta vie? Non, tu es obligé de retourner au charbon. Donc pour moi, être riche, c'est ne plus avoir besoin de travailler. C'est-à-dire que moi, j'arrête de travailler. Là, maintenant, je peux vivre jusqu'à la fin de ma vie. Et les prochaines générations, ma famille peut aussi continuer à vivre avec ce qui a été mis en place, avec mon patrimoine et avec les actifs. C'est ça pour moi être riche. Tout à fait. Quand tu es millionnaire, tu peux éventuellement être riche, mais à condition que tu as été malin, tu as acheté une dizaine d'appartements, enfin que tu as découpé, etc. C'est 1 million, tu arrives à vraiment bien les faire travailler en location courte durée. Et admettons, tu prends 10 000 ou 15 000 par mois. Ouais, pourquoi pas? Mais c'est pas ce que font la plupart des gens. Donc pour moi, quand tu es millionnaire, tu n'es pas arrivé. Voilà. Le premier million, je dis toujours,
Ça surprend d'ailleurs beaucoup de gens parce que tu sais, je roule pas avec des Lamborghini, des machins. Enfin, je pourrais. Hein. Tu sais, franchement, je peux aller au magasin, j'y vais, j'achète une Lamborghini, ils me donnent les clés. Cash, comme ça. Je peux en acheter. Boom. Je peux en acheter une deuxième. Enfin, je peux acheter 3 Lamborghini. Voilà, faire venir des photographes, des vidéos et dire regardez mes Lambos. Après, je fais venir des danseuses et c'est parti. On fait de la musique, tu vois. Mais, enfin, en fait, si tu fais ça, en fait, tu retombes dans le piège du salarié. Des dépenses, des dépenses, des dépenses, des dépenses. Moi, ce que je veux, c'est construire des actifs, tu vois, des lignes de revenus. C'est pas me construire des lignes de passifs. Ça m'intéresse pas de me construire. Alors après, si t'es passionné automobile, je peux comprendre, mais moi, c'est pas À mon quel cas. point, Voilà. à quel prix, justement? Donc j'ai perdu un peu le fil, je sais plus ce que je te disais. Tu m'avais posé quoi comme question à la base? Non, mais tu as répondu à la question. Ouais. Tu as répondu à la question. Ben justement, ça m'amène à une autre question qui est, c'est quoi les étapes pour s'enrichir, pour devenir multimillionnaire? C'est un petit peu dans la même lignée de qu'est-ce qu'on disait là. Il faut découper le processus, il faut le découper. Le problème, c'est que la plupart des gens voient ça comme un éléphant. Tu vois, ils veulent essayer de bouffer l'éléphant d'un coup. Tu peux pas manger un éléphant en un repas. D'accord. Si tu veux manger un éléphant, ne mangez pas d'éléphant. Aussi, d'ailleurs. Voilà. N'allez pas tuer les éléphants. Mais si vous voulez manger un éléphant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le découper en petits bouts. Et si tu manges un petit bout tous les jours, à la fin, tu auras mangé l'éléphant. D'accord. Et le problème, c'est que les gens ils disent ouais, faut que je devienne millionnaire, c'est trop, tu vois, tu sais, je suis salarié, devenir millionnaire, le gap est trop gros et dans le cerveau ça bug. En fait, ce qui va vous amener à être millionnaire, c'est un processus. D'accord, c'est des stratégies, c'est des systèmes que vous allez mettre en place. Et généralement, il faut commencer par vous générer votre première source de revenus alternative à celle de votre salaire. Donc aujourd'hui, si vous êtes salarié et vous avez un salaire, ce qu'il vous faut, c'est vous créer une deuxième source de revenus. Même si c'est que 100 euros par mois. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu écris un petit e-book, tu le mets en vente sur Amazon et voilà, ça te rapporte 100 euros. Ou tu crées une vidéo pour faire du comparatif vidéo, tu touches des liens d'affiliation, bam, tu touches 100 euros de plus. Vous commencez déjà à gagner vos 100 premiers euros en ligne. Pourquoi? Parce que, tu sais, il y a plein de gens dans leur tête, c'est pas possible de gagner de l'argent en ligne. Pour eux, c'est pas possible, ça marche pas. Tu sais, ils voient passer des pubs... tu sais, sur YouTube, juste peut-être que vous en avez vu, ouais, tu vas gagner, tu vas lancer ton business. Tu sais, les gens sont saoulés, ils se disent, putain, c'est scam. Pourquoi ils me saoulent avec leur business en ligne? Ouais, mais parce que ça marche en fait, parce que tu gagnes de l'argent. Donc il faut passer du côté, au lieu de dire, ouais, c'est du scam, ça marche pas, etc. Déjà, commencer à te dire, ouais, en fait, non, j'ai pu gagner de l'argent. J'ai gagné mes 100 premiers euros. Après, tu vas gagner tes 1000 premiers euros. Tu peux lancer un truc, tu peux lancer un accompagnement, tu peux lancer quelque chose, gagner tes 1000 premiers euros. Et ça va débloquer un truc dans ta tête. Quand tu gagnes tes 1000 premiers euros, tu te dis, attends, mais si j'en ai gagné 1000, je peux peut-être en gagner 2000. Et ensuite, moi, je procède par palier. Donc, l'idée, c'est que dans l'immobilier, commence par gagner tes 1000 premiers dollars. Donc, tu as un appartement, tu es propriétaire. Déjà, peut-être mets cet appartement à louer en location courte durée pendant un week-end. Et encaisse de l'argent, encaisse 200 $, encaisse 300 $. Déjà, dans ta tête, tu vas dire, mais c'est possible. Si j'ai pu gagner 300 $, pourquoi pas 3000? La plupart des gens ne font même pas cette petite étape. Tu sais, ils veulent passer de je suis normal, salarié, à je suis millionnaire. Non, tout à fait, c'est vrai ça. Il y a des étapes à valider. Et la première étape, c'est de commencer par un premier petit résultat concret. D'accord? Donc moi, je procède par ces premières étapes, business en ligne, immobilier, gagne tes 1000 premiers dollars. Ensuite, une fois que tu as fait ça, gagne tes 10 000 premiers dollars. Ensuite, tu passeras à 100 000 et ensuite, tu passeras à 1 million. Mais il ne faut pas vouloir gagner 1 million d'un coup. Parce que sinon, tu te décourages, tu te dis, c'est pas pour moi. J'ai regardé cette vidéo sur YouTube, c'était cool. Mais il y a une nouvelle série sur Netflix qui vient de sortir. Et... Allez, viens, on va faire les magasins ce week-end. Ouais. Après, la vie reprend son quotidien. Exact. Aller chercher des petites victoires, des petits résultats et ensuite essayer de les faire, les dupliquer, de les faire augmenter. C'est comme ça, c'est ça la mentalité qu'il faut avoir. Boum. C'est tellement drôle parce que je trouve qu'avec la hausse des taux d'intérêt, je trouve que ça remet les choses en perspective dans le sens, ça ramène les gens à la base. Parce que, tu sais, quand les taux d'intérêt étaient plus bas, c'était facile de se dire, OK, je vais m'acheter telle propriété à tel prix. À cause de mes revenus, oui, j'ai de l'argent, boum, j'achetais. Parce que je trouve au Canada, c'est très facile de devenir propriétaire. Tu as une bonne cote de crédit, tu as la mise de fonds, tu as les revenus nécessaires, boum, t'achètes. Mais qu'est-ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les charges financières reliées à une hypothèque, c'est ça qui est lourd. Parce que ton hypothèque va être facilement je dis n'importe quoi, là, mettons, surtout maintenant, un condo à 250 000, ça peut facilement tourner dans les alentours de proche de 2 000 par mois.
Mais là, ça ne comprend pas l'Hydro-Québec, ça ne comprend pas le chauffage, ça ne comprend pas l'épicerie, le gym, les assurances, le voyage, les voitures, le gaz, tu comprends? Fait que c'est là que la charge hypothécaire est quand même lourde à supporter, tout dépendant si tu es limité avec tes revenus qui est généré. Tout ça pour dire que je trouve que ton point de départ que tu ne savais même pas, tu as commencé avec qu'est-ce que tu pouvais, mais la réalité maintenant de l'immobilier, c'est littéralement ça. C'est moins de « Ah, je veux commencer avec ça », c'est plutôt « Qu'est-ce que mon budget me permet ?» Puis je commence avec ça, puis comment je peux l'optimiser puis maximiser son potentiel pour que je crée de la valeur, pour après ça, ça me sert de tremplin pour aller vers autre chose ou pour financer puis acheter d'autres propriétés. Tu sais, nous, à l'époque, en fait, je rencontrais pas mal de gars. On était tous salariés, en fait, à Paris. Mm-hmm. Et je discutais avec ces gars-là. Tout le monde avait envie un peu de lancer un business, mais on n'avait pas de... déjà, il n'y avait pas toutes les vidéos YouTube, comme je t'expliquais. En plus. Et on n'avait pas vraiment d'entrepreneurs. Tu sais, les gens ne t'expliquaient pas comment ça fonctionnait, tout ça. Et donc, on essayait de se trouver des sources de revenus alternatives parce que le but, c'était... Tu vois, de sortir un petit peu du salariat, du rat race, là. Business, ou même, tu sais, à Paris, si tu voulais acheter de l'immobilier, le prix est à 10 000 € du mètre carré, ça fait quoi, 14 000 $ canadiens du mètre carré, donc tu ne pouvais pas acheter sans un apport conséquent. Mm-hmm. Donc on essayait vraiment de générer des petits business, et c'est comme ça, en fait, qu'on se débrouillait, c'est-à-dire qu'on avait un véhicule, on devait partir voir la famille, etc., dans le sud, on utilisait des trucs Blablacar, on faisait du covoiturage, du coup on se déplaçait gratuitement. Où on louait le véhicule le week-end, tu peux le mettre sur des plateformes, tu sais, pour pouvoir, je crois que ça s'appelle Turo, je crois, au Canada. Ouais. On a, voilà, on a plus aux l'équivalent. États-Unis. On a l'équivalent en Europe, donc tu peux louer ton véhicule le week-end. On a tous un appartement. Des fois, tu sais, moi j'étais jeune, j'avais une copine. Des fois, tu pars dormir chez ta copine, etc. Bam, tu mets ton appartement Mm-hmm. en sous-location sur Airbnb, ça te paye le loyer, tu vis gratuitement, tu vois. Tout à fait. Des choses comme ça. Et c'est au final, après, tu te dis, c'est en faisant des petites choses comme ça que tu te rends compte, mais après, pourquoi ne pas en faire un business? Mm-hmm. Tu vois, pourquoi ne pas... Et la plupart des gens, moi, là, je vais donner l'exemple, la première fois que je suis été amené à acheter de l'immobilier, j'avais besoin de faire un crédit pour me loger et ça passait pas. Je n'arrivais pas à trouver quelque chose dans mon budget, ou alors c'était vraiment, j'allais vivre dans quelque chose qui me plaisait pas, et je suis tombé sur une maison. Et dans cette maison, en fait, il y avait un appartement en dessous qui était loué. Et moi, à l'époque, l'investissement immobilier, je ne savais même pas ce que c'était, tu vois. C'était mon premier achat. Je ne m'étais pas spécialement intéressé à ça, tu vois. Et en fait, en discutant, je me suis rendu compte que le loyer payait plus de la moitié du crédit. Donc, en fait, je me retrouvais à vivre dans une maison. Ça coûtait moins cher que... Mais pour le prix d'un appartement. Ouais, d'un studio. Enfin, ça me coûtait moins cher que mon loyer de l'époque. Ouais, quoi. je sais. Et je me suis dit, mais après, c'est cool. Et puis après, tu es là, tu vois ton compte bancaire, tu as ton salaire, puis en plus, tu as ton loyer. Et tu sais, c'est une sensation agréable. C'est le fait de se dire que tu n'as pas ton employeur qui peut appuyer sur un bouton, vous êtes viré, et tu n'as plus rien. Tu sais, c'est stressant quand même. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont stressés au travail et que, quelque part, vont accepter des fois que leur patron leur parle mal, etc. Oui. Ou vraiment, tu sais, ce côté, tu es obligé de te soumettre. Parce que tu n'es pas en position de force, en fait. Parce que si tu perds ton boulot, c'est toi qui as besoin de bouffer, c'est pas ton patron. Tout ton à patron, fait. lui, ça va bien, tu vois. Donc, devenir indépendant financièrement, ou même si vous continuez à rester salarié, avoir d'autres sources de revenus, c'est reprendre votre liberté, quelque part. Tout à fait. Ouais. Boom, boom, boom. Et avouer que c'était du lourd, sincèrement, de pouvoir côtoyer des personnes comme ça, Et sincèrement, vous êtes vraiment chanceux parce que vous n'avez pas l'opportunité d'être assis et de pouvoir ressentir l'énergie. Mais vous êtes chanceux parce que tout ce qui est dit est enregistré, documenté et vous pouvez l'écouter du confort de chez vous. Avouez que c'est wow, avouez que son mindset, sa façon de penser, son histoire, où est-ce qu'il est rendu, les choses qu'ils font sont hyper intéressantes. Et vous savez quoi? Vous êtes capable de faire la même chose. S'il est capable, je suis capable, vous êtes capable aussi. Alors, dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, la conversation se retrouve dans les commentaires, on la continue dans les commentaires. Écrivez-moi Better Call Chris ou mettez un emoji de feu. Mettez le plus de feu que vous pouvez ou 3 emojis de feu dans les commentaires. Comme ça, je vais savoir que vous aimez ce genre de contenu-là, que ce contenu, c'est du feu, c'est du lourd et que vous en voulez d'autres.
écrivez-moi ça dans les commentaires pendant que vous y êtes. Oui, s'il y a une façon que vous pouvez me remercier, s'il y a une façon que vous pouvez me renvoyer l'appareil et me donner un coup de main, c'est simple, mais c'est en vous abonnant à la chaîne, en cliquant le bouton j'aime, en laissant des commentaires, en partageant la vidéo, parce que ça va faire que l'algorithme va propulser ma chaîne et la proposer à d'autres personnes. Donc, la meilleure façon de me remercier, c'est simple, c'est de vous abonner et de vous inscrire à ma chaîne pendant que vous êtes là. Et si vous désirez avoir d'autres entrevues ou de voir plutôt d'autres entrevues de feu, de lourd, alors je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.